Merci beaucoup d'être resté jusque-là. On va, on va partir sur l'aspect débat. Donc, soit ce sont des questions sur même des questions fondamentales, ou des remarques, ou des expériences que vous voulez partager. C'est assez libre. Voilà, donc on en a à peu près pour 1 heure, c'est ça? Et puis, voilà, c'est à vous. Il y a 2 micros qui vont circuler dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. Pour ceux qui sont en ligne, on va prendre vos questions également, donc n'hésitez pas à les marquer dans le chat. Merci beaucoup pour les présentations qui étaient vraiment très, très intéressantes. Alors moi, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais si on arrive à démontrer aussi clairement que, en fait, le choix des politiques tels qu'on les a actuellement, de tendre vers des appels à projets pour financer la recherche, de diminuer les financements structurels, ne sont pas des politiques qui sont efficaces pour faire de la bonne recherche. Est-ce que, de votre point de vue, vous pourriez me donner votre avis sur pourquoi, finalement, les décideurs prennent cette direction-là, et pas qu'en France, finalement? En fait, c'était pour ça que l'article il s'intitulait Recherche et dogmatisme, et on parle d'idéologie dedans. C'est un truc de qu'est-ce qui fait que quand on a depuis plusieurs dizaines d'années des preuves que ces politiques ne marchent pas, pourquoi est-ce qu'on continue à les faire? C'est exactement ça. Et donc on cherchait, nous, du côté de questions de pure idéologie, de si ça ne rentre pas dans ce système de pensée, on peut juste éliminer tout. Mais pour répondre un peu plus complètement, en fait, je suis arrivé à cette question-là plus récemment parce que ça fait peut-être 12 ans qu'il y a une question qui m'intéresse, qui est celle de la productivité et en fait, à combien d'heures par semaine est-ce qu'on produit le plus? Et ça, c'est vrai pour la production à la tâche, mais c'est vrai aussi à quel nombre d'heures par semaine est-ce qu'on apprend le plus quand on décide d'apprendre. Et j'ai fait ça en fait au tout début de mes études, sortant de prépa, enfin ayant quitté la prépa plutôt, et je me suis rendu compte que on avait des travaux qui montraient que l'optimum pour cette truc-là, c'est souvent autour de 20 heures, 25 heures par semaine, et que l'optimum pour quelqu'un qui fait un travail à la chaîne, c'est pas beaucoup au-dessus de 30. Et pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on nous dit il faut travailler plus? Et pourquoi est-ce qu'on est dans des logiques comme ça? Et je l'observe partout. Si on regarde, en prépa, on bosse maintenant, je pense, plus de 50 heures par semaine en moyenne. Si on regarde la Silicon Valley, il y en a beaucoup qui font des semaines de 60-70 heures. Et je me dis, c'est à un moment, il faut se rendre à l'évidence que, ou alors, il faut supposer une incompétence généralisée des ressources humaines et des modes d'organisation de la production là-bas, ou alors il faut se dire c'est que l'optimisation, elle vise une autre variable. Elle cherche pas à faire le plus de production, elle cherche à faire d'autres choses. Et typiquement, moi, ce qui m'intéressait, c'était la Silicon Valley, parce que j'ai des collègues là-bas, y compris dans le privé. Et pour moi, l'analyse la plus probable, c'est un doublon de si on fait bosser les gens moins, ils ont plus de temps plus d'énergie en tout cas, pour lutter contre leur employeur. Il y a un truc de rapport de force, ils ont plus de temps pour se syndiquer s'ils bossent moins de 70 heures par semaine. Et un autre truc, c'est que même au niveau de la boîte, si Google décidait demain de dire on fait 30 heures par semaine pour nos employés max, et les investisseurs de Google, les gens qui, pour le coup, des capitalistes, seraient, si ça se répand dans toute l'industrie, dans ce cas, on a moins de pouvoir sur la classe des gens qui produisent, dont on dépend. On peut moins les enterrer, on peut moins empêcher le syndicalisme de ces gens-là. Donc, même si ça serait bien positif pour Google par rapport à ses concurrents de faire ça, potentiellement, le board of directors, ils seraient pas d'accord. Donc, c'est des pistes d'exploration. Ce qui se passe derrière, c'est difficile à savoir. Mais à mes yeux, c'est quand on voit que il y a très clairement un truc qui marche pas, c'est peut-être que ça marche pour faire quelque chose qui n'est pas dit. Très brièvement.
Très brièvement sur ce point, je pense que il y a un enjeu de classe absolument décisif. Encore une fois, dans le capitalisme, nous ne sommes pas décideurs sur ce qui a valeur. Nous ne sommes pas décideurs sur le contenu du travail, sur ce qui va être produit. Ce n'est pas nous qui en décidons fondamentalement. On peut être associé à des décisions mineures, mais les décisions d'investissement, de type de produits qui vont être mis en œuvre, etc., ne relève pas de notre compétence. Et donc, cette absence de décision au travail par les travailleurs eux-mêmes se heurte aujourd'hui, devient aujourd'hui, se double aujourd'hui, voilà, je vais y arriver, se double aujourd'hui pour des raisons aussi bien écologiques qu'anthropologiques, des raisons écologiques évidentes, des raisons écologiques et des raisons anthropologiques, l'intelligence artificielle, je sais pas quoi, moi, la biologie moléculaire, etc. Tout ça a des enjeux anthropologiques décisifs. Il y a aujourd'hui un très profond doute sur la légitimité du travail tel que la bourgeoisie capitaliste l'organise. Il y a un très profond doute. Quand on regarde les enquêtes, par exemple, auprès des cadres sur leur rapport à leur entreprise, c'est une mutation mais formidable au cours des 50 dernières années. Il y a 50 ans, ils sont totalement en accord avec l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Aujourd'hui, ils sont d'un cynisme absolu. Donc alors ils sont cyniques au sens où ils continuent à faire le boulot parce qu'ils sont bien payés, mais ils n'y croient pas du tout. Et donc ce doute assez généralisé sur la légitimité du travail tel que la bourgeoisie l'organise comme classe dirigeante. Une classe dirigeante, c'est celle qui décide de ce qui vaut, c'est celle qui décide de la production, celle qui décide du travail. Conduit cette classe dirigeante d'une part à être de plus en plus autoritaire. Je ne commande pas les événements récents, donc il y a une classe de plus en plus autoritaire, mais par ailleurs qui est de plus en plus acharnée à faire prévaloir le caractère contributif des rémunérations et des ressources, de conditionner la rémunération à une activité validée, mais validée par elle, et de conditionner les ressources des laboratoires, par exemple, à la performance mesurée, mais mesurée comme l'ont montré Enka et Zachary dans leur article, dont Enka a rendu compte, rendre contributif, ce que précisément tout le mouvement ouvrier du XXe siècle s'est efforcé de rendre non contributif. Et c'est pour cela que, encore une fois, mais on peut poser la même question. Pourquoi, si c'est absurde de faire du financement contributif, pourquoi est-ce qu'on continue? Mais si c'est absurde de faire des investissements qui sont complètement insanes quant à notre avenir écologique, pourquoi est-ce qu'on continue, C'est toujours pareil. Tant qu'on ne met pas en cause la logique capitaliste, on ne comprend pas, je crois, ce qui se passe. Si je peux juste dire un dernier mot, je pense qu'en fait, ça, étrangement, c'est un facteur d'espoir. C'est un truc de se dire que le monde actuel est complètement, en fait, improductif et qu'on est typiquement dans la recherche à se battre pour une plus grande part du gâteau. Ça veut dire qu'il y a un monde meilleur qui est possible. On peut imaginer un truc où le temps passé, où on pourrait, même avant de parler de décroissance et de baisse consciente de la productivité, si on bossait tous maximum 30 heures par semaine, en se débarrassant de tout le travail qu'on fait qui vise à attaquer les autres, c'est-à-dire à prendre du travail compétitif plutôt que du travail collaboratif, à partir du moment, et en recherche, c'est assez facile d'aller vers du travail collaboratif plutôt que compétitif. On est déjà très proche de ça.
une fois qu'on se débarrasse de la compétition pour les financements et ainsi de suite, bah on libère quelques dizaines de pourcents de notre temps de travail. Et si on supprime juste ce truc-là, le reste du travail va beaucoup plus vite. Donc on peut imaginer un truc où on bosse moins, où on produit pour le coup, même au sens de la production actuelle, on produit plus, on bosse moins et on est plus content. Et pour moi, c'est un facteur d'espoir. On n'est pas dans un contexte de crise où il faut serrer la ceinture. Non, c'est en décidant de ne pas se serrer la ceinture qu'il n'y aura pas besoin de se serrer la ceinture. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose de joyeux en fait, de triste quand on se rend compte à quel point on va dans le mur pour aucune autre raison que c'est notre direction et qu'on n'arrive pas à en changer. Mais c'est pas une nécessité. Bonjour. Il y a une initiative assez récente, depuis 7-8 ans à peu près, qui s'appelle PCI, du point de vue de la publication en recherche. Alors, ça a commencé, à ma connaissance, plutôt dans la biologie, plutôt dans le milieu francophone. Donc, PCI, c'est pour Peer Community In, et après, on rajoute le mot qu'on veut. Donc, il y a PCI génomique, biologie évolutive, bref. Et donc bon, moi je trouve que c'est une initiative plutôt cool. J'imagine que sur le principe, potentiellement vous aussi. Ma question c'est plutôt, est-ce que vous pensez que ce type d'initiative pour résoudre pour commencer à répondre à une partie de tous les problèmes que vous avez évoqués, est-ce que c'est quelque chose d'assez anecdotique, un petit espoir ou des plutôt grand espoir? Enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce type d'initiative? Bon, en attendant, Bernard, il y a globalement, j'aime bien PCI. Enfin, c'est des initiatives que j'aime bien. Il y a une question de la récupération. Et pour ça, pour moi, il y a une revue scientifique dont je fais partie. Enfin, je fais partie du comité qui existe depuis longtemps. Et je crois, à ma connaissance, ça fait 23 ans qu'elle est en open access, en ligne, diamant. Donc, pas de frais pour les gens qui publient, pas de frais pour les gens qui lisent. C'est financé par, en gros, des financements publics principalement et du travail bénévole. Et c'est une revue qui existait depuis plusieurs dizaines d'années avant. Et elle était en avance sur son temps et c'est cool. Et récemment, on a eu des problèmes quand on a demandé des financements publics parce qu'on n'était pas hébergé sur une plateforme. On n'était pas sur Open Journals. Et on était là, on était là avant. On a nos archives. Et donc, il y a une question de la création de ces alternatives. Est-ce qu'elle se rajoute et elle permet d'avoir une diversité de l'offre scientifique et alter-académique aussi, qui, en utilisant des financements publics, d'ailleurs, les financements, c'est ridicule. Hein. C'est le prix de 2 articles, enfin, des APC de 2 revues chères comme financement par an pour toute une revue. Donc la question c'est, est-ce qu'on va dans un truc où l'État, ici en l'occurrence l'État par les financements dédiés du CNRS et des maisons des sciences de l'homme, dit en fait on est ok pour ça, mais seulement si on regroupe tout dans un truc qui nous permet en fait de faire de la biométrie facilement, qui nous permet de forcer des règles, le reviewing doit être comme ça, les trucs doivent être avec ce format et ainsi de suite. Voilà, il y a ce risque-là. Dès qu'une alternative devient suffisamment grosse. Et j'ai pas de solution évidente, si ce n'est soutenir une certaine pluralité de l'offre universitaire. Et justement, pour PCI, donc la question c'était est-ce que c'est un petit truc, qu'est-ce qu'il faut en attendre, c'était ça à peu près quoi. PCI en fait ça a été aussi soutenu par le centre Mersenne, donc c'est subventionné par le CNRS, hein, tu l'avais dit aussi. En fait les éditions Diamant c'est vraiment l'initiative subventionnée publique, le travail qui est fait par les bibliothécaires il est concret. Ce n'est plus juste récupérer les données que les grands groupes comme Elsevier ou Springer Nature va leur donner et leur imposer finalement en disant voilà les bonnes revues à regarder, voilà sur quelles mesures vous devez faire, alors qu'en fait ces mesures elles sont décidées par Elsevier et Springer Nature. Elles influencent les évaluations des chercheurs dans le public en plus. Maintenant, est-ce que PCI c'est un petit truc
il faut aller voir du côté. Donc, on l'avait invité pour un séminaire de département, Marie Farge, qui a travaillé sur les éditions Diamant. C'est même elle, à l'initiative de quelques autres, de proposer ce nom-là contre les éditions Gold, en fait. Et elle a poussé à l'échelle européenne de justement utiliser, de favoriser ces éditions Diamant, donc subventionnées publiquement, encore une fois. Même si, de toute façon, la recherche en général est subventionnée publiquement, même quand elle se fait dans le privé, donc c'est pas le sujet. Dans le sens où là, c'est vraiment le public qui prend en main l'édition, etc., etc. Et le travail de peer reviewing, il est fait par les chercheurs. Donc voilà, ils ont fait. Elle a poussé à l'échelle européenne et elle a invité, pour lancer vraiment le Centre Mersenne, l'Académie des sciences a publié leur rapport dans ce centre. Parce qu'avant, ils publiaient en fermé, et donc maintenant, toute l'Académie des sciences publie là-dedans. Donc c'est en train de prendre marge. PCI, effectivement, vous l'avez énoncé, les communautés sont de plus en plus grandes. En plus, je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais pour trouver des contributeurs, enfin des reviewers et des gens qui, comment on appelle ça, qui vont venir valider vos travaux, qui vont dire tiens, c'est intéressant ce que vous faites, publiquement, ils le disent, hein, ça peut être aussi un peu anonymisé. Il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse, donc oui, je pense que c'est un bon truc. J'avais une question plus pour Enka d'abord. Vous avez brièvement dit que vous étiez pour une critique ouverte des articles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît, parce que je suis assez peu renseigné là-dessus. Et également plus pour Bernard, qui était, si vous concevez un salaire à la qualification personnelle, comment est-ce qu'on peut établir les différents niveaux de qualification pour chaque personne? Merci beaucoup. Il y a dans l'évaluation par les pairs, déjà il faut pas se tromper, l'évaluation par les pairs, ça fait partie du processus scientifique, mais c'est pas censé tout trouver. Typiquement, je parlais tout à l'heure des Grievance Studies Affair, donc des gens qui avaient fait des hoax pour piéger des revues et ainsi de suite. C'est très facile de faire un hoax qui n'a pas de sens, et parfois ça passe, notamment pour les journaux prédateurs, il y en a pas mal. Mais le problème, c'est qu'ils avaient créé des données. Et un évaluateur, il peut être aussi bon qu'il veut. Si les données sont fausses, il peut pas faire grand-chose. Sauf attendre qu'il y ait d'autres, de la réplication et ainsi de suite. Mais pour la question d'évaluation, globalement, on a trois modèles. On a le modèle double blind qui s'est imposé. Et d'ailleurs, parfois à raison, où on ne sait pas qui nous a évalué, mais les évaluateurs ne savent pas qui a écrit l'article. Et ce modèle, il a des avantages, il a des inconvénients, et je pense maintenant qu'il est devenu trop toxique dans certains domaines, dans le sens où j'ai eu typiquement un article qui a été jeté un certain nombre de fois, avec un certain nombre de reviews qui était « L'article mentionne la pornographie, rejet ». J'en ai eu d'autres. Je suis sûr que ça existe déjà quelque part, sachant que la raison pour laquelle on avait fait l'article, c'est qu'on pensait ça, on avait cherché, on s'est rendu compte, oh mon Dieu, personne n'avait vu ça. Et donc il y a un problème de la qualité de l'évaluation qui est en chute libre lié au spam. Je veux dire, quand on sait qu'il suffit d'en envoyer 12 pour qu'il y en ait un qui passe, on fait ça, et il y a trop d'évaluations à faire, on les fait mal. J'en ai plusieurs en retard à faire là. Donc on a une crise, à mon avis, de l'évaluation, par, en gros, une crise du fait qu'on envoie trop de trucs. Le single blind n'est pas la solution, celle où juste on sait qui est l'auteur, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais je crois que c'est dans l'article, c'est que quand on sait que l'auteur a un prix Nobel, le taux d'articles acceptés explose. Vraiment, il y a eu des tests récents là-dessus. Je crois que ça multiplie par 4 la probabilité d'être accepté si l'auteur a un prix Nobel avec le même article, dans la même revue. Ils avaient fait un test interne. Et enfin, tu as l'évaluation ouverte où je sais qui est la personne sait qui je suis. Donc ça peut permettre des conflits d'intérêts, absolument. Et surtout, après, quand on publie, c'est imprimé. L'article a été évalué par telle personne, parfois même avec « et voici les rapports d'évaluation ». Donc, c'est quelque chose qui facilite potentiellement les vendettas, qui peut faire qu'on n'ose pas être aussi méchant peut-être,
Après, je pense que c'est une sorte de discipline personnelle, voilà. Mais je pense que les autres modèles marchent pas très bien. Ça vaut le coup peut-être au moins d'avoir une diversité de ces offres entre le double blind et la transparence totale. Et après, aussi parce que le fait de dire bon bah voilà les évaluations, surtout si c'était fait, si c'était publié même en cas de refus, bah il y a un truc de on peut voir que l'article il a été envoyé à 200 endroits. Et juste pour finir avec une petite information liée, mais voilà, il y a des articles qui sont faux. Il y a l'évaluation parfois ça plante. L'article qu'on critiquait de Serge Surin, c'est en fait il fait 72 paragraphes. On a trouvé des problèmes dans 53 paragraphes, je pense. Voilà, il y a des paragraphes, cette section parle de ça. Hein, donc et des problèmes parfois graves, des contresens, des citations fausses, tout ce qu'on veut. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'un article comme ça est sorti? Si on est un doctorant, généralement pas grand-chose, parce qu'on voit ça et on n'ose pas trop parler. On contacte le comité de rédaction, ce qu'on a fait, et on se prend de la langue de bois quand ils sont pas sérieux. Mais bon, là, c'était le cas. Donc, j'en profite pour annoncer un peu un truc. On a un projet en cours, et puis s'il y a des gens qui s'intéressent, c'est un projet qui justement n'est pas de la recherche en urgence. Un projet sur le temps long, qui est une revue de réfutation. Parce que on a besoin de faire un peu de nettoyage, vu qu'on a beaucoup d'articles faux, vu qu'on a beaucoup d'articles qui ont des erreurs. Je parle même pas de données, mais je parle de preuves de maths qui sont fausses. On est en train d'essayer de lancer une petite communauté pour que ce travail de recherche, qui à mon avis est un travail très important, d'aller vérifier les travaux des autres, d'aller dire attendez, il y a des problèmes là, la preuve elle tient pas, l'analyse des données elle tient pas, là l'argument il découle pas. C'est pas du travail qui est valorisé aujourd'hui, parce que si ça donne pas une nouvelle publication, ça compte pas. Et donc on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens qui décident de faire de ce travail de nettoyage, ils puissent avoir une valeur reconnue. Ce qui, idéalement, on n'en aurait pas besoin. Idéalement, on suivrait Bernard et il n'y aurait pas besoin de ça. Mais en l'état, si on veut que les personnes précaires, que les doctorants, ils puissent dire un tel, il a eu tort et je montre qu'il a eu tort, que ça soit possible sans que la personne précaire risque son job. S'agissant des niveaux de qualification, d'une part, en tout cas dans à quoi je peux réfléchir avec d'autres, dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Réseau Salariat, mais en s'inspirant des hiérarchies que l'on observe dans le statut de la fonction publique ou dans les conventions collectives les mieux négociées. Ce que nous proposons, c'est un rapport de 1 à 3, c'est-à-dire un salaire minimum qui soit de 500 € supplémentaires supérieur au salaire au SMIC actuel, donc de 1800 € net par mois, et un salaire maximum de 5000 € net par mois. On s'inspire disons du rapport interdécile dans la fonction publique ou dans les conventions collectives, comme je disais, les mieux négociées. En gros, il est de 1 à 3. Alors, il s'agit évidemment de transformer le rapport interdécile en rapport entre le plus faible et le plus important des salaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On peut avoir un rapport interdécile de 1 à 3 et un rapport de 1 à 1000 des salaires réels, évidemment. Donc, l'enjeu n'est pas absolument décisif. Il s'agit d'un rapport qui est de 1 à 3. Cela dit, c'est critiqué en interne. Il y a des collègues qui pensent qu'il faut un seul niveau de salaire. Vous avez d'ailleurs des entreprises qui pratiquent depuis 15-20 ans un seul niveau de salaire. À des niveaux microéconomiques, ça peut marcher. Pourquoi est-ce que je suis, moi, favorable à effectivement une hiérarchie des salaires, mais dans un rapport de 1 à 3, encore une fois, qui est d'ailleurs celui qu'on observait globalement à la SNCF ou à l'université dans les années 50-60, à peu près.
les salaires très élevés sont quand même des réalités assez récentes dans ces lieux-là. C'est parce que nous ne sommes pas mûrs collectivement et notre système de socialisation primaire à l'école, dans la famille, tout ça ne nous a pas préparés à une responsabilité collective en matière de production. Et donc, nous n'avons aucune garantie que les trajectoires individuelles, dès lors que chacun est titulaire de son salaire, sa trajectoire est quand même beaucoup libérée, bien sûr, et correspondent aux besoins sociaux. Il faut donc un instrument d'ajustement des trajectoires individuelles aux besoins sociaux, et pour que cet ajustement ne soit pas coercitif, la hiérarchie des salaires de ce point de vue-là est un outil utile. Et donc, comme critère de qualification, de montant en qualification, il y a le fait de choisir des métiers qui ne le sont pas spontanément. Ce qui d'ailleurs inverse la hiérarchie des salaires actuels, où ce sont les métiers spontanément les moins choisis qui sont aussi les moins payés, mais où le fouet du marché du travail fait qu'ils sont tenus malgré tout. Quant aux critères de qualification, après les études d'Enka et de Zachary, je vais me taire parce que c'est bien compliqué. En tout cas, en sociologie au CNRS, le CNU a jusqu'ici résister à la bibliométrie. Et nous nous en portons globalement mieux que dans d'autres disciplines. Si je peux juste te reposer une question de précision. Tu parles d'inverser la hiérarchie, mais en même temps, là, si on parle du principe du salaire de la qualification, de qualification associée à la personne, et pas à ce qu'elle fait, comment est-ce que tu gères ça par rapport à... Oui, alors de fait, encore une fois, ce n'est pas la fin de l'histoire, tout ça. Donc il y a des contradictions. Il y a la contradiction de poser le salaire comme un droit politique et de prévoir une hiérarchie, alors qu'il n'y a pas de vote plural, par exemple. Le droit de vote, c'est un droit politique, il n'y a pas de vote plural. Donc pourquoi une hiérarchie des salaires dès lors que ça devient un lieu de citoyenneté, le salaire, enfin un droit de citoyenneté. Contradiction aussi dans le fait de ne pas de dissocier le salaire de l'activité tout en liant l'évaluation à l'activité produite au cours des 10 ou 20 dernières années. Mais là, justement, c'est là qu'il faut bien distinguer une évaluation au jour le jour, qui pour moi est absolument nécessaire. Le travail étant collectif, l'évaluation doit être permanente, mais n'avoir aucun impact sur le statut des personnes, aucun. Et on se livre d'autant plus volontiers une évaluation qu'elle n'a aucun impact sur le statut. Donc ça, c'est très important. Aucun impact sur le niveau de salaire, aucun impact sur la quantité de ressources de recherche allouées, enfin, etc. Je crois que c'est extrêmement important que cette évaluation au quotidien, qui est fondamentale, moi je ne crois pas du tout à du travail qui ne soit pas évalué, mais que cette évaluation au quotidien n'ait aucune incidence ni sur le niveau de salaire, ni sur le niveau de ressources du laboratoire. Pour moi, c'est absolument fondamental. Sinon, de toute façon, on est incapable de montrer que les critères d'évaluation sont utiles, comme vous l'avez démontré. 2, c'est la triche généralisée. Aucune personne n'est candidat au suicide, et donc, et alors, dans toutes les entreprises où les salaires des personnes sont liés à l'évaluation au quotidien qui est fait d'elles, c'est des entreprises de triche généralisée. C'est évident. Encore une fois, indépendamment du caractère très peu performant des critères utilisés pour évaluer, le fait même que l'évaluation ait un effet sur le statut de la personne ou sur son niveau de financement collectivement comme collectif,
entraîne la triche, tout simplement. Et on a, je sais pas quoi, Das Auto, vous voyez, le diesel de Volkswagen, enfin, etc., etc. Les grosses boîtes sont des lieux de triche totalement généralisés. Alors que l'évaluation est fondamentale pour qu'il y ait travail utile. Une chose donc est de bien poser la nécessité de cette évaluation au quotidien du travail. Une évaluation collective, ben, on le sait tous comme universitaires, on a passé notre temps à être évalué. Est-ce qu'on a un étudiant ou 300 dans son amphi? C'est une sacrée évaluation, etc., etc. Est-ce que dès qu'on fait un projet de communication, il est évalué. Dès qu'on fait un rapport de recherche, il est évalué. Enfin bon, nous sommes dans une évaluation quasi permanente. Mais il est très important que cette évaluation n'ait aucun effet sur notre statut et sur nos financements. Autre chose est une évaluation qui, elle, va avoir un effet, d'où la contradiction que tu signales, qui est lors d'une épreuve de qualification, donc où là on est évalué sur un dossier qui présente les activités qu'on a faites au cours. Alors c'est une évaluation a posteriori sur un dossier dont le contenu est choisi par l'évalué et ça a lieu tous les 20 ans. Enfin, s'il y a 2 ou 3 niveaux de qualification, c'est pas un truc qui se fait en permanence. Entre les moments d'évaluation, il y a une progression à l'ancienneté, par exemple. Enfin, on a déjà des modèles qui existent et qui ne sont pas si peu performants que ça, hein. Donc, de fait, là, il y a bien un lien entre le niveau de qualification que l'on va obtenir et la mesure de ce que l'on a fait au cours des 20 années précédentes. Oui, bien sûr. Je ne pense pas qu'on puisse totalement dissocier la qualification de l'activité dans l'état de socialisation vis-à-vis de la responsabilité de la production dans laquelle nous sommes. Dans 1000 ans, on verra, mais pour le moment, ça me paraît pas réaliste. Alors, si je peux juste rebondir, pendant que les gens lèvent la main et récupèrent le micro, il y a sur l'évaluation, justement, on est évalué tous les 2 ans et demi, en gros, au CNRS, une grosse évaluation tous les 5 ans, et j'avais vu quelque chose qui se rapproche de ce que tu dis, en tout cas dans l'esprit, où le directeur de l'association m'avait dit, en fait, le but de l'évaluation, c'est pas de virer la personne, de toute façon c'est presque impossible, mais c'est de repérer les personnes, oui c'est très important que ce soit impossible, mais c'est de repérer les personnes qui soudain ne produisent plus, pour dire est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce qu'il y a un problème dans ta vie, qu'est-ce qu'on peut faire. Si le but de l'évaluation c'est d'aider la personne, c'est en effet une logique complètement, c'est pas une logique de punition, c'est si t'es évalué et tu baisses de performance, alors on t'aidera. C'est très très différent comme optique. Et c'est une optique assez idéale dans ce que le CNRS, dans certains endroits, essaye de faire apparemment. L'autre truc, c'est, tu parles des grosses boîtes et de la triche. Faut pas, enfin, nous on avait regardé un petit peu ça. C'est le New Public Management aux États-Unis, mais dans l'État. C'est même plus dans une grosse boîte. Et en fait, c'est la prime à la performance. Et ce qui est très intéressant sur le plan idéologique, on avait posé une question tout à l'heure là-dessus, c'est qu'il y a l'architecte du système de prime à la performance des fonctionnaires qui revenait dessus 20 ans après, et on lui disait mais ok, pourquoi est-ce que vous avez lancé ce système qui permettait donc de rémunérer mieux les personnes qui faisaient mieux leur job et ainsi de suite. Et est-ce que vous étiez au courant des travaux qui montraient que dans le public ça marchait pas du tout et que dans le privé ça marchait pas très bien? C'est-à-dire il y a des cas où ça peut marcher mais c'est assez rare. Et le type il a dit mais non, mais c'était évident que ça marchait. On n'a pas eu besoin de vérifier vu que c'était évident. Et le problème c'était qu'une fois mis en place, la seule manière de changer un système de prime à la performance sans avoir un tollé, et même encore ça pose des problèmes, c'est de supprimer la prime à la performance en la donnant à tout le monde. Et même ça pose des problèmes. Et donc, une fois qu'on est dedans, on peut pas en sortir. Les États-Unis, ils savent, depuis, je crois, les années fin 80, que c'était une erreur, cette politique. Et ils ont pas réussi à s'en débarrasser. Parce qu'il y a une inertie énorme.
Juste sur la question de l'évaluation, vous avez insisté sur le fait que l'évaluation en continu est quand même nécessaire, mais du coup, j'ai du mal à voir l'impact qu'elle doit avoir si c'est pas un impact sur le statut. Je suis assez d'accord sur le fait que ça devrait pas avoir d'impact sur le statut, mais dans ce cas-là, quelle est son utilité si elle est si nécessaire? Non, mais c'est ça qui me surprend, c'est que on considère comme absolument normal qu'une évaluation ait un impact sur la personne. Non. Non, je considère pas ça forcément nécessaire, mais j'ai du mal à envisager d'autres impacts que celui sur les personnes. Ben, à partir du moment où vous avez une évaluation qui conduit à dire il y a problème collectif je sais pas, sur un programme, sur l'état actuel d'un travail de recherche. Bon, parfois c'est à la responsabilité du collectif d'en prendre acte et je veux pas, c'est très pessimiste sur le genre humain que de penser que sauf impact sur les salaires, il n'y aura pas d'impact sur la pratique. Enfin, pourquoi est-ce qu'une évaluation qui conduit au caractère discutable d'une procédure quelconque n'aurait pas d'impact sur la pratique? Ça me paraît... Si je peux, c'est ce que je disais pour le CNRS. C'est un tel, soudain, on l'évalue et on voit qu'il y a une baisse dans la qualité. C'est une preuve que le groupe autour de la personne devrait communiquer avec la personne pour voir comment l'aider. Donc c'est une question plutôt d'organisation interne du travail. On évalue pour que s'il y a un problème, on s'en rende compte. Et dans ce cas, en tant que groupe, on peut réfléchir à comment résoudre le problème sans que l'existence d'un problème, je pense, et c'est ça ce que voulait faire Bernard, sans que l'existence d'un problème ait une compétence sur la vie de l'individu qui peut être à la source du problème. Moi, j'ai l'exemple, je pense à une situation de quelqu'un qui avait dévissé pour des raisons diverses et variées. Dans le privé, il aurait été vidé complètement. Hein. Dans la fonction publique, il était inlicenciable, heureusement. Et ça a permis je sais pas quoi, une prise en charge collective, etc., qui au bout d'un an, a tiré cette personne de son impasse. Enfin, je sais pas, tout ça me paraît assez simple. Alors, il y avait une petite question dans le chat. Bonjour, la recherche dans mon laboratoire est très technologique. Cette technologie alimente l'économie capitaliste depuis des années, ce qui est favorisé par le système des projets ANR. Pour autant, faut-il arrêter ce type de recherche, comme certains courants de pensée le préconisent, ou au contraire revendiquer que ces technologies soient mises à profit dans une vision éthique de notre société, entre parenthèses, sans pouvoir éviter cependant qu'elles se retrouvent détournées? C'est assez ouvert comme question. La question est tellement générale que merci beaucoup de la poser, mais est-ce que je suis compétent pour y répondre? Il y a un point en tout cas sur lequel je suis très interrogatif. Ce que le capitalisme fait de la technologie est tel qu'il y a actuellement une forme d'éloge d'une forme de mise en veilleuse d'un certain nombre de recherches, etc., ou d'élaboration technologique, une espèce d'éloge d'une forme de ce qui représente pour moi un renoncement collectif. C'est pas parce que le capitalisme fait du travail, de la valeur, de la monnaie, etc., des institutions extrêmement discutables, qu'il faut y renoncer. Alors, mais peut-être que je réponds pas du tout l'écho que cette question a chez moi. Il y a aujourd'hui
dans tous les dissidents de la production capitaliste, parce qu'il y a quand même une forme de dissidence très forte maintenant pas que chez des jeunes, qui cherchent des alternatives dans un ici et maintenant, faisant peu appel précisément, éventuellement, à la technologie, à la science, à la division internationale du travail, etc. Il y a à la fois quelque chose que je salue comme fondamental, des personnes qui ne veulent travailler que selon leur éthique. Moi, je trouve ça au cœur du communisme, ne travailler que selon son éthique, bien sûr. Mais en même temps, une espèce de risque de démission collective, souvent argumenté à partir d'arguments que je trouve discutables, qui nous posent comme une espèce parmi d'autres. Alors, à juste titre, nous sommes sortis de cette espèce de surplomb prométhéen lié à la modernité qui fait de l'espèce humaine une espèce ayant le roi de la nature et un surplomb par rapport au reste du vivant et au non-vivant. Bon, aujourd'hui, notre dette, c'est notre solidarité permanente avec le vivant et le non-vivant est claire, et tant mieux. Mais il peut y avoir... à cause de l'excès et de la folie dans lequel une logique de production de la valeur, pour mettre en valeur du capital, conduit la science et la technologie et la division internationale du travail à l'échelle mondiale, il peut y avoir une forme de démission collective, d'éloge d'un ici et maintenant où comme toute espèce vivante, on s'adapte à son environnement. Voilà, l'objectif de l'humanité, c'est de s'adapter à l'environnement. Nous sommes dans un monde fini auquel nous devons nous adapter. Ça, je n'arriverai jamais à adhérer à cette démission collective. Jamais. Je vais donner deux pistes de réponse à mon tour. La première, c'est bosser dans un labo où on travaille sur des technologies qui peuvent avoir un impact nocif, c'est courant. La question, je pense déjà, c'est est-ce que, indépendamment de l'impact, est-ce qu'on fait de la mauvaise science? Parce que souvent, les deux, en fait, sont liés. Pas juste de la science qui est nocive, mais de la mauvaise science nocive. Voire pire, de la mauvaise science utile. Je veux dire, développer un missile qui marche pas, c'est peut-être moins grave que développer un remède pour le sida qui marche pas. Je sais pas. La question se pose. Et là-dessus, j'avais un truc qui m'avait fait plaisir il y a un moment. C'est autour de moi. Il y avait quelqu'un qui avait été recruté sur un poste assez prestigieux et sur un CV, disons, qui jouait le jeu du système. Je crois que la deuxième ligne ou la première ligne de son CV, enfin, c'était même pas son CV, c'est sa page web, ça parlait de son H-index. Ensuite, ça parlait de la liste des trucs. C'était que ça. C'était que voilà à quel point je réponds à tous les indicateurs bibliométriques, prestigieux et ainsi de suite. Et cette personne a été recrutée. Cette personne a encadré une thèse. On a appris à un moment que le thésard avait trouvé des résultats. Et ces résultats l'avaient montré. Ok, on va publier ça. Puis le thésard a dit attends, en fait, c'est pas réplicable. Il y avait une erreur. Et là, pression du directeur, c'est pas grave, publie quand même. Et là, on comprend comment le type, il avait ces centaines de publications. C'est une fois qu'on se débarrasse de l'exigence de vérité, c'est facile de publier. Enfin, c'est moins difficile. Le doctorant est allé voir la hiérarchie et le type, son directeur, a été viré. Avec, et c'est ça le truc qui quand même est important pour moi, c'est que est-ce que le type aurait dû avoir son salaire et sa capacité à vivre mis en danger par ça? Non. Donc il a été viré de son poste prestigieux et il est resté fonctionnaire ailleurs. Mais il a plus eu ce pouvoir sur les autres, à ma connaissance. J'ai cette histoire de manière un peu compliquée. Mais donc voilà, donc il y a un truc de on peut réagir quand au moins des gens, y compris de notre hiérarchie, nous poussent à faire de la mauvaise science. Ensuite, je rejoins, je crois, Bernard sur la question de la démission. Si on part d'un domaine parce que on dit non, mais c'est trop dangereux, non, mais il y a que des mauvaises applications et ainsi de suite, bah on le laisse. On laisse un champ libre. Et j'ai un exemple, hélas triste, c'est que il y a un an et quelques,
j'ai sorti un article sur les élections de 2022 parce que je bossais sur la sécurité du vote et on avait vu que pour les primaires présidentielles, il y en avait 3 où le système de vote électronique utilisé, c'était n'importe quoi et on pouvait complètement fausser le résultat. C'était un peu embêtant. On a eu un procès à cause de ça. On a eu le soutien de la hiérarchie parce que la hiérarchie avait pas le choix, même si elle était assez frileuse. Et ça, je pense que c'est un truc très très important de cette liberté de recherche. Parce que j'ai appris que d'autres collègues avaient bossé là-dessus et n'avaient pas osé publier parce que ils avaient mis leur truc sur HAL et là, harcèlement, menace juridique de la part de la boîte et ils avaient arrêté. Nous, on a dit, non, c'est notre devoir. Et j'ai parlé à des gens parce que on a quand même des organismes en France comme l'ANSSI qui doivent lutter sur l'existence de normes pour ça. Et le raisonnement qui n'était pas absurde, c'est un raisonnement qui ressemble un peu à des raisonnements de pureté militante. C'est on veut pas créer de normes légales sur le vote électronique parce que si on en crée, ça va rendre légitime le vote électronique. Raisonnement de plusieurs organisations étatiques. Et le résultat, c'est on n'a pas créé de normes, il y a des boîtes qui se sont pointées, il y a des boîtes qui ont proposé des choses qui font n'importe quoi, et favorisées par le désir de la French Tech, le désir de passer à des élections en ligne dans le programme de Macron, et surtout le Covid, on adopte toutes ces technologies massivement. Et tant pis, on a voulu empêcher le désastre en disant personne ne bosse là-dessus parce que c'est trop dangereux. Il ne restait que des acteurs avec des intérêts très très spécifiques qui bossaient dessus. Et ils ont récupéré tout ça. Et c'est un gros marché. Et aujourd'hui, c'est c'est dangereux. Et donc, heureusement, il y a quelques personnes qui travaillent dessus. Mais donc, l'idée de dire je refuse de travailler là-dessus parce que c'est trop dangereux, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour critiquer. Il faut bien, je veux dire, je pense qu'on ne devrait pas juger quelqu'un juste parce qu'il travaille sur une technologie dangereuse. On devrait le juger à l'aune de ses travaux. C'est pas parce que quelqu'un bosse sur la blockchain que c'est un ennemi. C'est parce que quelqu'un fait des mauvais travaux qui disent qu'il faut utiliser la blockchain pour sauver l'environnement. Ça, j'aurais des problèmes. Mais donc, je te rejoins sur la fuite par pureté qui laisse un champ libre dangereux. Je pense que on est en accord là-dessus, mais je veux pas mal interpréter ce que tu dis. Oui, alors ce que tu dis, c'est comme le traduisent un de mes collègues, quand les dégoûtés s'en vont, il reste plus que les dégoûtants. Mais voilà. Mon propos était plus général. C'est un propos qui peut être négateur de la spécificité de l'espèce humaine. C'est tout ce que je voulais dire. Alors c'est un propos grandiloquent, mais qu'on peut critiquer à ce propos. Mais nous ne sommes pas une espèce vivante parmi d'autres. Voilà, nous avons un rapport réflexif. Tu faisais allusion dans ton introduction au reste du vivant et à la nature qui est sans commune mesure avec quelque autre espèce que ce soit. Ça nous donne une responsabilité de mobiliser pour autre chose que l'adaptation à l'environnement, qui est un projet de toute espèce vivante, mais qui est un projet qui n'est pas à la mesure de l'espèce humaine. Comme genre humain, nous avons une responsabilité qui est de mobiliser la science, la technologie, l'organisation à l'échelle internationale de façon telle que nous ayons que nous soyons en mesure je vais dire des choses qu'il faudrait affiner, mais que nous soyons en mesure de contester les lois de l'évolution. Nous sommes en capacité de le faire et y renoncer devant la folie du travail tel que l'organise le capitalisme, c'est pour moi une démission collective. Et je remarque quand même beaucoup aujourd'hui, prenez par exemple les diplômés de Paris Agritech qui ont fait du bruit en disant votre diplôme on s'emmerde, on s'en fout, c'est de la merde. Mais quel est leur projet, vous voyez? Leur projet c'est d'être bûcheron dans un coin, etc. C'est pas à la mesure de notre responsabilité. C'est pas à la mesure de notre responsabilité. C'est pas l'exit qui nous permettra de nous en sortir. C'est pas le fait de faire dans notre coin des choses avec lesquelles nous sommes en accord d'un point de vue déontologique. Il faut le faire bien sûr, mais à condition d'inscrire ce projet dans une démarche macroéconomique
qui nous sortent de la marge. C'est pour ça que nous réfléchissons beaucoup au réseau salarial, au sécurité sociale de l'alimentation, enfin, etc., à toutes des mises en sécurité sociale de production pour les sortir de la logique capitaliste à l'échelle macroéconomique. Hein. C'est là-dessus que je voulais dire, parce que, encore une fois, je suis extrêmement admiratif pour toute cette jeunesse, mais pas que jeunesse, mais enfin beaucoup, c'est quand même des jeunes et jeunesse diplômée, hein, qui est déterminée à ne travailler que selon sa déontologie. Là, on est vraiment au cœur de la démarche communiste, dont il faut que nous imprégnions le travail de tous, mais s'ils le font sur une forme d'exit qui n'est pas forcément très, en plus, efficace. Hein. Le logiciel propriétaire a absolument besoin du logiciel libre, etc., etc. Et je connais finalement beaucoup de jeunes diplômés qui, en rupture avec la logique capitaliste, font des travaux avec le RSA ou avec des prestations diverses et variées, ou en utilisant le chômage, font des travaux alternatifs tout à fait passionnants. Et dès que le business model est trouvé, pouf, vous avez un troll capitaliste qui achète. C'est-à-dire que beaucoup de R&D aujourd'hui est fait gratos par des dissidents. Je pense qu'il faut être attentif à cette question. C'était surtout une suite. Toute la discussion, c'est que j'ai un peu changé ma question. On parlait des exceptions, des dérives en fait, de ce que pourrait généraliser, de ce que pourrait produire un système pareil. Mais mieux vaut gérer les exceptions comme des exceptions et pas appliquer un système entier qui pourrait nous protéger de ces exceptions. Parce que du coup, tout le monde va être pénalisé à cause de certaines exceptions. Or, comme on le dit bien, c'est dans le mot, c'est une exception. C'est absurde de le mettre dans le système. Or, c'est ce qu'actuellement fait dans la bureaucratie et que dans les équipes, on est absolument contre cette bureaucratie. Et ça fait écho avec la peur de ces dérives-là. C'est pas trop une question. Je sais pas si vous avez un truc à dire sur la bureaucratie. Précise, Florian, pour qu'est-ce que tu entends dans exception et pourquoi le lien exception-bureaucratie? J'avais un exemple, par exemple, dans la recherche. Un directeur de thèse qui s'occupait de 24 thésards, ou 21, je sais, c'est un gros chiffre. Et au début, moi, j'étais contre, parce que, tu vois, c'est un bout d'un moment, ça devient absurde. Mais cette personne avait la preuve que tous ces thésards et ces thésardes s'en sortaient bien et avaient une bonne poursuite et produisaient des choses propres et bien. Et du coup, au bout de la 22e personne qui devait se faire gérer, est-ce qu'on dit on met une limite au bout de 20 ou est-ce que cette personne c'est une exception et donc on accepte que on met pas de limite et on accepte pour cette personne. Or, s'il y a d'autres personnes qui abusent et qui prennent énormément de thésards et de thésardes avec une gestion horrible, pour nous protéger de ces gens-là qui font n'importe quoi, comment gérer ces exceptions, quoi? La réponse se trouve peut-être dans l'évaluation permanente, comme vous l'aviez énoncé, sous condition qu'il n'y ait pas de changement sur le statut. C'est une option. Il y a, je pense, aussi la question de l'individuel contre le systémique. Un directeur de thèse qui a un thésard, ça se passe très mal. Au bout de 2 ans, ça arrive. Il peut y avoir des accidents. Un directeur de thèse qui fait n'importe quoi, qui en a 30 en même temps, et il y a la moitié qui se passe pas bien, ça devient une question de responsabilité. Et je pense que modulo la question de la répartition. Est-ce que le fait que cette personne qui encadre, est-ce qu'elle prive d'autres personnes de l'opportunité d'encadrer qui peut être positive et qui peut apporter d'autres choses à la fois à la personne qui encadre et à la personne qui est encadrée? Le truc, c'est d'assumer ses responsabilités. Typiquement, moi, un truc que j'apprécie dans
l'organisation de l'encadrement dans pas mal d'endroits, c'est que avant d'avoir une HDR dans pas mal de disciplines, il faut avoir encadré. Il faut avoir encadré et avoir réussi à encadrer. Et pour moi, c'est pas absurde. C'est OK, j'ai réussi à le faire une fois, c'est probablement qu'on peut me faire confiance pour le faire à nouveau. Et donc, en montée lente en responsabilité, c'est pas absurde. Part avec cette évaluation. Encore une fois, je pense qu'une situation de ce genre, hein, où vous avez dit très justement, c'est une position très dialectique. Hein, il peut très bien y avoir d'excellentes directions de 22 thèses à la fois, et puis de très mauvaises directions de 5 ou 6. Donc c'est pas le nombre qui importe, mais ce qui pose problème dans le cas dans la situation que vous évoquez de direction de thèse nocive, c'est l'absence d'évaluation précisément, de pratique d'évaluation. C'est pour ça que moi j'insiste, il n'y a pas de travail collectif sans évaluation collective permanente. Ça faut encore une fois le fait d'attacher les ressources, le salaire à la personne, le fait d'attacher les ressources au laboratoire par le nombre de têtes, enfin bon, peu importe, je suis pas spécialiste de ces questions, mais Rogue ESR, tout ça, sont des lieux où il y a des réflexions quand même passionnantes sur tout cela. Ça, c'est un point pour moi qui est absolument central, mais est aussi décisif le fait qu'il y ait en permanence une évaluation des pratiques. Sans effet sur ces éléments structurels, mais une évaluation qui a quand même des effets. Parce que le fait de rendre public, de mettre sur la table, mais il faut des institutions qui protègent les plus vulnérables de l'affaire, bien sûr, hein, mais de mettre sur la table des pratiques qui sont nocives, ça fait partie de l'évaluation collective du travail. Et si ce n'est pas fait, il y a une défaillance du collectif. Alors, on a une question dans le chat, mais qui peut être répondue assez vite. En février 2020, près d'1 millier de scientifiques ont appelé les citoyens à la désobéissance civile, et en considérant notamment que face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire. Quand on voit que se sentent souvent obligés de nombreux scientifiques à prendre l'avion pour aller en conférence, ou de brûler des processeurs à longueur de journée pour faire des simulations, ne serait-il pas temps de montrer nous-mêmes l'exemple, ou est-ce selon vous une approche qui serait perdue d'avance? Donc c'est la responsabilité du modèle. Je suis pas vraiment compétent pour répondre à cette question, donc je vais dire un truc d'incompétence que je suis là avec un micro, mais je crains je vais vite me taire. Dans le rapport de décembre dernier du comité éthique, enfin je sais pas quoi, enfin c'est machin un peu, c'est bidule, un peu bidon, hein, mais il y a une distinction entre l'évaluation écologique des pratiques de la recherche et l'évaluation écologique des objets de la recherche. Là, dans cette question, c'est les pratiques de la recherche qui sont. Je pense qu'effectivement, il s'agit de faire l'évaluation des pratiques de la recherche, de diminuer les transports internationaux, etc. Mais ça me paraît très second, quand même, cela dit, par rapport à l'évaluation éthique, du contenu de la recherche. Là, c'est quand même un point beaucoup plus décisif, mais je crains ensuite d'être dans le café du commerce, donc je vais me taire. Je pense que ça dépend aussi peut-être des domaines. C'est-à-dire que l'impact écologique en informatique des objets, il peut être élevé, en physique aussi, en histoire un peu moins. Mais j'aime beaucoup la question parce que, en fait, je me la pose vraiment, et pour moi, il y a un dilemme de qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'être éthique, quand on essaye de moins aller aux conférences ou alors d'y aller en train. Et que typiquement moi étant handicapé, parfois le train je peux pas. Et donc il y a un choix de est-ce que si les dégoûtés s'en vont, est-ce que si c'est la même chose, est-ce que si les personnes qui se disent en fait c'est pas une bonne idée s'en vont,
il reste personne pour critiquer. Moi, c'est une inquiétude que j'ai, c'est que dans beaucoup d'endroits, de communautés, la seule personne qui parle de handicap, c'est moi, pour plein de raisons compliquées. Si je viens pas, est-ce que les idées que je défends, est-ce que les critiques que je soutiens, et typiquement une des critiques, c'est le fait que on devrait moins dépendre de ces conférences, on devrait autoriser le fait de faire ça à distance, on devrait se reposer plus sur des revues, sur le temps long, plutôt que en informatique des conférences qui donnent publication et ainsi de suite. Si je viens pas, si je critique pas ça, est-ce que il y aura une critique qui est quand même faite, ou est-ce que juste le monde continuera comme il continue et voilà. Est-ce que si toutes les personnes éthiques disent j'arrête, le seul truc c'est que il y a plus de critique. C'est ce qui me fait un peu peur. Et j'ai pas de solution. J'essaie de lutter. On fait des compromis, mais pour moi c'est que des compromis. L'INRIA, c'est la recherche et c'est aussi l'innovation. Et en fait, c'est un des gros trucs de parler d'éthique dans la recherche, mais à un moment donné à l'INRIA, la seule perspective de passage de la recherche à la production qui existe, en tout cas que je vois mise en avant, c'est la start-up. Et je trouve ça tragique. L'histoire de la sécurité sociale, l'assurance maladie, c'est la reconnaissance d'un droit à la santé. Et cet argent qui est mis ensemble dans l'assurance maladie, elle permet d'orienter la production. Et de passer la recherche à la production. Et du coup, de la même manière qu'il y a ce travail en cours sur la sécurité sociale de l'alimentation, si on considère que dans le monde de 2020, le numérique est nécessaire à l'exercice de nos droits, est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait comme perspective la création d'une sécurité sociale du numérique, qui nous permette de rassembler de l'argent, du numérique, ouais, de l'informatique, qui nous permette de rassembler de l'argent et d'orienter la production pour permettre à chacun l'exercice de nos droits en 2020 dans le monde numérique où ces outils sont nécessaires pour qu'on exercice de nos droits. Voilà. Oui, alors ce que vous dites à propos des startups, enfin de l'exigence de valorisation de la recherche telle qu'elle est faite aujourd'hui, et que cette valorisation devienne un élément du financement des laboratoires, on ne peut qu'être d'accord sur le caractère catastrophique de cette dérive. Hein. Et effectivement, une institution macroéconomique de type sécurité sociale du numérique, j'y avais pas pensé, mais merci, c'est une très bonne idée. On va y réfléchir à Réseau Salariat, mais bienvenue au club, venez nous rejoindre. Je pense juste au but de créer des startups et de la gestion des communs, de la gestion des communs numériques. Et moi, c'est ça qui m'a choqué. L'INRIA, il y a pas si longtemps, a dépensé pas mal d'argent pour un contrat externe pour organiser ces élections. Il y a peut-être des gens ici qui ont voté dedans, des élections professionnelles de l'INRIA, à partir d'un système. D'ailleurs, c'est celui qu'on avait étudié pour l'Université de Rennes utilisait le même système. L'Université de Rennes aussi. Non, mais beaucoup. Mais l'INRIA, à mes yeux, c'était particulièrement intéressant que l'INRIA paye c'est cette entreprise qui est celle dont on avait analysé le système, qui est n'importe quoi, mais il la paye maintenant au total, je sais pas, ça fait quelques millions d'euros quand même. Pourquoi est-ce que c'est bizarre ? Parce que il existe un système qui est en open source, qui est bien fait, qui est le système généralement considéré comme le plus performant, mais surtout le plus sécurisé au monde. Et il est développé en interne, gratuitement, à l'INRIA. Et pourquoi est-ce qu'on va payer une boîte privée beaucoup d'argent pour faire ce que, je pense honnêtement, on met un ingénieur à temps partiel, à mi-temps, je pense, ça suffit, mais même moins, dédié à ça, et il gère toutes les élections INRIA avec ça. Hein. Il y a zéro problème. On a des contradictions. On a vraiment des contradictions où je pense que ça fait partie de cette idéologie où on dit le marché vaut mieux. Et donc si quelqu'un propose un produit gratuitement, surtout en interne, c'est qu'il est louche et qu'on aura mieux si on paye beaucoup d'argent. Je sais pas. Je pense que oui, il y a besoin. Enfin, la sécurité sociale du numérique, je pense que c'est dans ma tête en tout cas un concept trop flou, mais il y a besoin d'une gestion intelligente des communs et
Et aussi, quelque chose qui avait été fait à Taïwan et que j'admirais, c'est ils avaient voulu réduire leur dépendance des prestataires privés, notamment la France, je crois qu'on en est à 300-400 millions d'euros filés annuellement à Microsoft pour les différents services rendus à l'État français. Et eux, ils avaient fait passer quelque chose, une règle à Taïwan que je trouve très sage, c'est que toute dépense publique vers des prestataires privés doit s'accorder de une certaine proportion qui vise à créer une compétence dans le public pour remplacer à terme avec des outils possédés par le public, développés par le public et gérés par le public. Et donc, plus on paye Microsoft, plus à terme on n'aura plus à payer Microsoft. C'est des règles de transition qui me paraissent intelligentes. Est-ce que tu veux réagir, Bernard? Et je pense que on aura fini avec peut-être des mots de la fin de nos organisateurs, nos géos. Non, mais j'en reviens à la sécurité sociale du numérique. Tu dis concept flou, mais non, c'est Pour effectivement. Moi. Oui, d'accord, oui. Je rappelle ce que c'est qu'une mise en sécurité sociale telle qu'elle s'opère dans les années 60 pour le soin. Vous avez une hausse des salaires, mais en monnaie marquée, comme on dit, c'est-à-dire une monnaie qui n'est dépensable qu'auprès de professionnels conventionnés. La carte vitale, c'est de la monnaie, bien sûr, mais elle n'est dépensable qu'auprès de professionnels conventionnés, soit d'hôpitaux conventionnés, soit de prestataires de soins de ville conventionnés. La convention, c'est un outil qui permet précisément de soutenir des productions qui correspondent à un cahier des charges, et donc c'est tout à fait intéressant et à l'échelle macroéconomique. On solvabilise la population dans l'accès au numérique ou dans l'accès aux soins ou dans l'accès à l'alimentation, etc., auprès de professionnels conventionnés par une monnaie qui permet de subventionner l'investissement au lieu de le faire à crédit et de faire que les producteurs, avant même de travailler, sont déjà endettés et doivent rembourser leurs dettes auprès d'un prêteur. Enfin, toutes ces institutions-là sont des institutions extrêmement performantes qui nous ont mis au premier rang mondial en matière de production de soins pendant des années. Sans faire appel au marché des capitaux, sans faire appel à la concurrence sur un marché capitaliste, en fait, etc. On a quand même, à l'échelle macroéconomique, une expérimentation extrêmement intéressante d'un mode de production non capitaliste qui pourrait très bien être appliqué. Merci beaucoup de cette suggestion, mais il faudra vraiment que vous nous aidiez à y réfléchir au numérique. Bon, ainsi s'achève cet atelier éthique. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Enka et Bernard d'être venus. Cet atelier il a été organisé par l'association Nicomax, c'est une association de doctorants. J'en profite pour le dire, on va passer le bureau l'année prochaine. Donc s'il y a des doctorants, jeunes doctorants, doctorantes qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir. Je vais aussi remercier évidemment la FSDIE et l'Université de Rennes qui nous ont soutenus financièrement, le Collège doctoral de Bretagne pour sa reconnaissance pour la formation à l'éthique, l'INRIA qui nous prête cet amphithéâtre, mais aussi tous les gens autour, Cécile Bidan, Mathieu Simonin, Simon Castellan, Marie Leroic, Mathieu Romani, Nicolas Montavon, Frédéric Bouvet, Nicolas Buton. Ambre, merci beaucoup. Et merci Victor, évidemment, qui a tenu ce projet depuis mars dernier maintenant, quasiment à bout de bras. Et donc merci beaucoup à toi pour tout ton travail acharné.